Phil, pourquoi nous en faire une autre? Tu sais bien que c'est là qu'on va s'écraser. Vous êtes sorti de la piste, vous avez volé sur une trentaine de mètres, vous avez heurté la route, puis vous avez continué à rouler sur la pente. Je me souviens de leur avoir dit de me tirer par les bras, pas par les jambes, parce que je crois que je me suis cassé une jambe. C'était la toute dernière course de la journée. On avait terminé par une course de côte ensuite et j'avais fait, je sais pas, 4 ou 5, 3-4 courses. La dernière de la journée. Au sommet, juste après la ligne d'arrivée, j'ai perdu le contrôle et j'ai basculé dans le vide. Et après la ligne d'arrivée, il y avait un léger virage à droite et à gauche quand je l'ai contourné. Et l'arrière-gauche s'est décalé. Je crois qu'il y a un petit clip vidéo à ce sujet. Vous pouvez voir que je fais un survirage. Et c'est là que je suis sorti de la route. À ce moment-là, j'étais tout à fait conscient qu'il s'agissait d'une montée. Et qu'en arrivant au bout, j'allais me retrouver en bas de la colline. J'ai donc dévalé la colline très rapidement. Vous avez la piste de là où on était. Donc elle a heurté la route. Oui, elle a heurté la route d'abord, là où vous sur avez une route quitté plus la basse, piste. ouais. Puis vous avez heurté cette route et vous avez continué à rouler sur une centaine de mètres. Vous avez ces photos? La montée est de 1,8 km et l'altitude augmente de 157 mètres du début jusqu'à la fin. Et quand vous êtes sorti de la route au-delà de la ligne d'arrivée, entre le moment où vous êtes sorti et celui où la voiture s'est arrêtée, il y a une distance aérienne de 110 mètres, sans tenir compte du changement d'altitude. Il y a aussi 3 maisons sur le chemin. Oui, vous n'avez pas été tout droit. Vous avez en quelque sorte contourné la maison. Et Pourquoi ai-je contourné cette maison? je suppose que c'est parce que la pente est, vous savez, dans cette direction, et ça allait plus vers ici. Et puis à cause ou grâce à la pente, vous êtes passé à côté de la maison. Heureusement, parce que c'est une maison en bois. J'ai ricoché comme une balle de golf. Oui, vous êtes sorti de la piste, vous avez volé sur une trentaine de mètres, et vous avez heurté la route en dessous, et vous avez continué à dévaler la pente. Donc, Vous avez ces images de l'endroit où j'ai atterri. J'aimerais voir ces images. oui, donc quand vous avez atterri, Donc ça, voilà les c'est photos. la descente. De ce point de vue, oui, on dirait que j'ai traversé une maison. oui, heureusement que vous avez un peu plié la physique, donc vous n'êtes pas allé tout droit, vous avez fait une courbe. Donc On dirait un cratère. oui, un des cratères que vous avez laissé derrière vous, et il y en a beaucoup d'autres quand la voiture s'est crashée. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Alors, quand vous êtes sorti de la route, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Étiez-vous conscient pendant toute la durée de l'accident? J'étais conscient que j'étais en l'air, qu'inévitablement la voiture allait retomber. Mais oui, bien sûr, c'était un moment assez effroyable. Je me disais, oh mon Dieu, je vais mourir. Et puis j'étais conscient que la voiture était en train de se faire malmener. Je veux dire, si vous regardez ces cratères, c'est quand même d'assez grands trous. On dirait que la chose a été larguée de l'espace pour laisser un trou aussi grand. Donc oui, je me suis dit probablement que c'était ma fin. Ça y est. En fait, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je pensais que c'était fini pour moi. Ouais, fini. Parce que lors du dernier gros accident, à l'époque de Top Gear, vous n'en étiez pas conscient, alors qu'ici vous avez la possibilité de réfléchir. J'étais conscient de cet accident. Je ne raconte pas d'histoire. J'en étais conscient jusqu'au moment où la voiture s'est renversée à 480 km/h. Et à ce moment-là, juste avant qu'elle ne se retourne, j'étais inconscient. Cette fois-ci, j'étais conscient jusqu'au bout. Donc oui, je me disais que ce n'était pas possible, que je n'y survivrais pas. Enfin, vous êtes conscient de la chute et de la rotation, le ciel, sol, ciel, sol, ciel, sol, ciel, sol. Avez-vous une idée du nombre de fois où vous vous êtes retourné? Non, ça aurait pu être une fois, ça aurait pu être une douzaine, j'en sais vraiment rien. Et je pense que c'est là, à ce moment-là, que j'ai été blessé. Regardez, j'ai une égratignure. Il y a une petite égratignure sur mon tibia. Mais la principale blessure est ce genou que j'ai abîmé. Pouvez-vous nous montrer une cicatrice? Non, tout ce que j'ai... ma fille cadette, quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit « Hey papa, on dirait que t'es tombé de la cour de récréation. » Parce qu'il y a une grosse cicatrice et ils m'ont mis une grosse plaque pour retenir ce qui s'est passé au niveau de la jambe. Je pense que j'étais appuyé contre la cloison. Probablement tendu parce que la voiture roulait. Enfin, ce n'était pas relaxant. Et à un moment donné,
L'un des impacts peut être celui qui a laissé un énorme cratère à traverser mon tibia jusqu'à mon genou et a effondré l'articulation du genou dans la partie supérieure de l'os inférieur. Et il l'a donc fait chuter de 7 mm. Et je ne suis pas un homme qui peut se permettre de perdre 7 mm dans ses jambes. Sa première question a été de savoir si je n'avais pas demandé à ce qu'on en profite pour me faire grandir un peu. Ça ne sert à rien de me mettre plus sur une jambe. Parce que je vais juste essayer de tourner faire en quelque rond. chose pour l'autre jambe. Vous avez une autre voiture ? Oui, mais je ne vous la donne pas. Voilà, vous voyez, donc ça ne sert à rien. Alors oui, j'étais dans ce processus le même processus comme si on était dans un sèche-linge. Plein de briques en train de dévaler une colline, donc oui. Évidemment, j'étais conscient que j'étais à l'envers. Votre cerveau vous dit que vous n'êtes pas dans le bon sens. Honnêtement, je me suis dit que à ce moment-là, j'avais eu vraiment beaucoup de chance, parce que les coups qu'elle a reçus ont laissé de sacrés gros cratères. Cela témoigne de l'intégrité structurelle du fait que lorsque j'ai décollé, en gardant à l'esprit que lorsqu'elle est sur ses roues, avant d'être jetée en bas d'une montagne, même avec moi à l'intérieur et avec un casque sur ma tête, il n'y a qu'environ... Je veux dire, c'est une petite voiture. Elle n'est pas massive, donc il n'y a que ce dégagement, ce qui veut dire que si elle s'est effondrée de plus que ça, c'est ma tête, et heureusement ce n'est pas arrivé. Mais évidemment, comme j'étais à l'envers, que j'étais suspendu, que ma tête reposait sur la structure... C'est difficile de sortir, mais c'est la première chose que vous voulez faire, sortir. Je me suis tortillé pour sortir, ce qui est un peu difficile parce que, vous savez, j'avais une ceinture de sécurité normale, pas un harnais. Encore une fois, j'ai eu de la chance. Et ils ont dû m'enlever le casque, ce qui était assez difficile, et me traîner jusqu'à l'extérieur, et je me souviens leur avoir dit « tirez-moi par les bras », et non pas par les jambes, parce que je crois que je me suis cassé la jambe. Et ils m'ont tiré un peu plus loin. Oui, surtout pour moi, c'était surprenant de voir que la première chose qu'il a percutée était la deuxième route, celle en dessous de celle qu'il avait quittée. La voiture a donc roulé Dieu sait combien de fois encore, et nous sommes en train d'évaluer les données et toutes les images. Mais oui, la voiture a plutôt bien résisté quand même. Bien sûr, la mauvaise chose, c'est qu'elle a pris feu. Mais vous savez, il y a beaucoup de supercars et de voitures électriques qui prennent feu simplement en restant sur place. Et compte tenu de ce que notre voiture a subi, je pense que, vous savez, c'est compréhensible qu'elle ait pris feu. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits de cela et nous améliorons la voiture et nos batteries pour que cela ne se reproduise plus. Ces données seront très utiles, cet accident nous aidera à mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais ce que personne ne voit, c'est le moment où il est sorti de la route et ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu beaucoup de tonneaux, beaucoup de distances, beaucoup de vols et beaucoup d'impacts violents qui ont conduit à l'incendie, qui ne s'est pas propagé si vite qu'il n'a pas pu s'en sortir. De ce point de vue, je suis donc plutôt satisfait. Mais bien sûr, nous voulons éviter que de telles choses ne se reproduisent à l'avenir. Ce que vous dites en fait, c'est que vous étiez l'ultime mannequin crash test. Oui, mais il n'a pas fourni assez de données, malheureusement. Oh, allez! En fait, il m'a demandé des données très importantes. Combien de fois avez-vous roulé? Et je n'en sais rien, j'ai pas compté. Il y avait des centaines de personnes, et nous faisions la queue pour redescendre, James et moi dans nos voitures derrière moi, et la radio s'est mise à crépiter. Phil, le réalisateur, a dit « Oh, les gars, c'était vraiment bien, et je sais qu'on est sur le retour, mais est-ce que je peux vous en demander une dernière ?» On a commencé à réagir comme deux gamins, parce que pour nous, on avait fini, et on a commencé à taquiner Phil, en disant « Je regrette. » « Oh, Phil, pourquoi tu nous fais faire une course de plus? Tu sais bien que sur celle-là, on va se cracher. » En fait, je l'ai doublé sur la ligne de départ, j'étais en train de m'approcher de la ligne de départ. J'ai dit « Oh Phil, tu vas me faire ça. Tu sais que je vais me cracher, tu sais très bien que je vais me cracher. » Et 1 minute plus tard, poup, je me sens vraiment mal. C'est la chose la plus méchante que j'ai jamais faite à un autre être humain. C'était un accident total. Ce n'était évidemment pas mon intention, mais il s'est présenté à l'hôpital, ce qui est tout à son honneur, et il avait vraiment l'air très très secoué. Donc, il me doit un petit coup dans les tibias pour ça. C'est toujours la dernière. Oui, c'est toujours la dernière. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Exactement la même chose. Alors, où étaient Jérémy et James dans tout ça? Je crois avoir lu dans les journaux que James criait et que Jérémy avait les jambes flageolantes, ce qui est un peu bizarre. Oui, James et moi étions montiers ensemble. C'était le début de cette histoire décousue. C'était donc notre dernière course de la journée. Phil en a demandé une autre, nous l'avons faite, je suis arrivé au sommet et je me suis craché. James, bien sûr, suivait en faisant sa course et est arrivé, et donc Jérémy et lui ont vu l'accident sous de différents angles. Ils ont vu la voiture rouler, rebondir. Et ils ont pensé que c'était fini pour moi. Et puis bien sûr, ils ont vu qu'il traînait un corps, qu'il me traînait moi, par les bras dans l'herbe, et ils ont tous deux pensé que le petit gars était parti acheter une ferme. Ils ont prétendu avoir été bouleversés.
Vraiment? Ceux d'entre nous qui ont passé beaucoup de temps dans le monde de l'automobile savent que la création d'une nouvelle entreprise est un défi énorme, sans qu'une célébrité stupide ne la jette du haut d'une Bonjour. colline. Que faire à partir de là? Pour nous, vous savez, c'est évidemment très important. Je pense que la voiture s'est bien comportée. Nous pensons qu'elle a prouvé qu'elle était sûre. Malheureusement, Richard a dû le prouver. Pas de souci, Matt. Si j'ai bien compris, il s'agissait de la fin du tournage, Richard. Et vous avez donc eu tout le temps d'essayer la voiture. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Eh bien, je ne dis pas ça uniquement parce que vous l'entendez et que vous me donneriez un coup de pied dans les jambes. Je l'ai adoré, vous savez, c'est stupéfiant. C'est la première car entièrement électrique dans laquelle je suis monté et qui a de véritables ambitions en termes d'autonomie et qui est toujours la première question que les gens se posent, mais aussi en termes de performance. On est à combien? 1200 chevaux? Oui, On a 4 moteurs, un pour chaque roue, et en termes de vectorisation du couple, il peut tous les, disons, combien de fois par seconde? 100 fois par seconde. Voilà, la voiture est capable de jauger chaque roue et de distribuer la puissance en conséquence. C'était à couper le souffle, et ça m'a donné l'impression d'être véritablement futuriste et moderne. Une autre chose intéressante, et je ne veux pas donner trop d'importance parce que nous avons fait le film à ce sujet, mais des choses comme le bruit qu'elle fait. Parce qu'elle est bruyante. Et pour nous tous, pour vous aussi, en tant que journaliste, nous allons devoir inventer un tout nouveau vocabulaire, un tout nouveau lexique pour les bruits que font ces voitures électriques. En effet, le Concept One émet des bruits particuliers à différentes phases et à différents stades, et je ne sais pas encore s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais bruit. J'en ai absolument aucune idée. Mais il y a toutes sortes de bourdonnements, de ronflements, de gémissements et de tics et de sons différents. Disons qu'il Nous faudrait... devons apprendre à les décrire et à comprendre ce qu'ils signifient. C'est une voiture électrique construite par Petrolheads, vous savez. Ce n'est pas quelqu'un qui veut se débarrasser des voitures ou qui pense que la marche est le meilleur moyen de transport, par exemple. Nous aimons vraiment les voitures. Nous étions des Petrolheads, alors par exemple, les prototypes avaient des chaînes électriques, mais nous n'aimions vraiment pas ça. Les voitures de série sont donc équipées d'un système hydraulique. Bonne décision. Oui, voilà. C'est beaucoup mieux. Et donc bien sûr, elle est électrique, mais nous avons essayé d'utiliser les avantages que procurent les groupes motopropulseurs électriques pour non seulement créer une voiture de sport électrique, mais aussi pour améliorer la voiture de sport. Et c'est ce que nous voulions faire. Par exemple, les 4 moteurs et la vectorisation du couple permettent d'améliorer la voiture, et pas seulement de rendre la voiture électrique. L'idée était de montrer que les voitures électriques peuvent être non seulement efficaces et respectueuses de l'environnement, etc., mais je crois vraiment que le moteur électrique est la machine parfaite pour propulser quoi que ce soit, en particulier une voiture de sport. C'est ce que je demandais donc à l'époque, lorsque j'ai commencé à convertir ma BMW E30 à essence qui avait 4 ans de plus que moi. Comment j'ai commencé à construire des voitures électriques. Je voulais prouver que les voitures électriques pouvaient être aussi rapides et amusantes, et que les passionnés n'ont pas à s'inquiéter de l'avenir, qu'ils peuvent aussi s'amuser avec des voitures électriques. Le concept 1 en est donc l'incarnation. Il montre en un seul produit ce que les voitures électriques peuvent faire. 4 moteurs, une boîte de vitesse à double embrayage à 2 rapports de chaque côté à l'arrière, 4 accélérations et une vitesse de pointe. Vous savez, les voitures électriques sont généralement les mêmes. Elles peuvent accélérer rapidement mais perdent leur puissance peu de temps après. Nous avons accordé beaucoup d'attention à la gestion thermique afin que vous puissiez effectuer un grand nombre de tours de piste sans surchauffe. L'autonomie est correcte lorsque l'on ne roule pas trop vite. Lorsque vous roulez trop vite, vous avez encore assez d'autonomie pour faire quelques tours de piste. Vous pouvez la recharger très rapidement comme vous l'avez fait en Suisse avec les stations de recharge rapide. Cette voiture montre donc ce que les voitures électriques peuvent faire. Nous venons de Croatie, où il n'y a jamais eu d'industrie automobile, et nous ne pouvions donc pas embaucher quelqu'un qui avait fait ce genre de choses. Nous avons dû tout inventer nous-mêmes. Nous ne pouvions pas nous permettre de payer des fournisseurs pour qu'ils fassent des choses pour nous. Alors nous avons dû apprendre par la pratique, en faisant des erreurs. Il nous a donc fallu un certain temps avant d'aboutir à une voiture dont nous sommes satisfaits, et nous avons beaucoup appris en cours de route. Lorsque nous avons conçu le premier Concept One, nous n'étions que 6 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 250 personnes dans l'entreprise et nous avons travaillé pour l'ensemble de l'industrie. Mais le but de cette voiture est de montrer ce que nous pouvons faire en tant qu'entreprise, car nous sommes essentiellement une société de technologie qui aide d'autres entreprises à construire des produits intéressants et des véhicules intelligents, électrifiés et connectés. Nos éléments sont donc présents dans de nombreux autres véhicules, non seulement sur les hypercars, mais aussi dans les voitures de série, les véhicules haut de gamme, les véhicules de sport, etc. Et pour nous, il est donc très important de montrer avec la voiture ce que nous pouvons faire. Mais pour nous, la véritable activité consiste à appliquer cette technologie à différentes voitures et applications. Combien de fois dans votre vie pouvez-vous vivre une expérience véritablement nouvelle ? Si vous regardez, disons, une Lamborghini ou une Ferrari, elles sont bien sûr différentes, mais à quel degré ?
Peut-être 5% de différence, pouvons-nous mettre un chiffre là-dessus? Comme les moteurs intermédiaires, vous savez, V12 ou V8 turbo ou d'autres choses de ce genre. Ici, nous fabriquons une voiture électrique, entièrement électrique, avec 4 moteurs et 4 boîtes de vitesse, dont 2 boîtes à double embrayage à 2 vitesses à l'arrière, avec un système de vectorisation du couple qui permet d'ajuster la traction avant, la traction arrière, la traction intégrale ou tout ce qui se trouve entre les deux, où vous pouvez personnaliser l'expérience de conduite exactement comme vous le souhaitez, en appuyant sur un bouton et des millions d'autres choses que le groupe Motopropulseur électrique vous offre comme possibilité. Et c'est quelque chose de vraiment nouveau. Bien sûr, certaines personnes n'achèteront jamais une supercar à essence, et d'autres n'achèteront jamais de supercar électrique. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont nouveaux sur le marché, parce que c'est la première supercar électrique que l'on peut acheter. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont déjà tout le reste, et qui veulent quelque chose de vraiment nouveau, et qui veulent faire partie de ce nouveau mouvement, qui consiste à réinventer la voiture. Parce que, en ce moment, toute l'industrie est en pleine mutation. Et nous faisons partie de ce changement, pas seulement avec notre voiture, mais aussi avec un grand nombre de produits différents. Donc nous sommes très reconnaissants à nos clients. Oui, c'est une voiture chère, il y en a très peu, mais c'est ainsi que l'on développe une technologie qui peut ensuite être utilisée dans des volumes plus importants et dans des produits plus grand public. Et si les gens ne savaient pas qui et ce qu'était la société avant, je suppose qu'ils le savent maintenant. Quelle est la prochaine étape pour vous? La campagne de relations publiques que j'ai menée pour vous a été un succès. Tout d'abord, j'ai hâte que l'émission sorte pour que vous puissiez voir comment notre voiture, comment une supercar électrique se compare dans le monde réel, dans les Alpes par exemple, sur les pistes de course et ainsi de suite. Tout ce que les gars ont fait par rapport aux, disons, supercars conventionnels haut de gamme. En ce qui nous concerne, le Concept One est épuisé. Nous avons un nouveau modèle à venir qui sera produit en plus grand volume à un niveau complètement différent. Il sera encore plus fou, encore plus performant. Il s'agit d'une voiture mondiale, donc pour la certification mondiale et les homologations nécessaires partout dans le monde. Mais l'étape la plus importante pour l'entreprise est de passer d'une société de 200 personnes spécialisée dans la technologie et la R&D et produisant de faibles volumes à un fournisseur important pour l'industrie automobile. Alors oui, nous allons fabriquer nos propres supercars, mais la véritable activité sans laquelle notre entreprise ne pourra jamais survivre consiste à fournir cette technologie à d'autres constructeurs automobiles. Et c'est vraiment la grande étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement, pour passer de 200 à 1000 personnes et entrer dans la production de masse. Évidemment, ma première pensée a été d'appeler ma femme et de lui dire que je m'étais écrasé, alors que l'ambulance aérienne atterrissait pour m'emmener parce que j'avais besoin de savoir que je ne m'étais pas cassé la caboche. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne savais pas ce que l'on allait faire pour le tournage. Et j'aurais vraiment aimé que ce ne soit pas arrivé, ni pour moi, ni pour vous, parce qu'il n'y avait que 8 de ces voitures. Et il n'y en a plus que 7 maintenant, je suis vraiment désolé. Oui, c'est plus rare. Et c'était la voiture d'un client, n'est-ce pas? Oui, mais le client va bien, ne vous inquiétez pas. La voiture du client. Alors, qu'allez-vous faire? Vous allez construire une autre voiture? Nous avons dit que nous en construirions 8, donc une de moins. Donc c'est encore plus exclusif. Oui. Les autres propriétaires sont très heureux. Ouais. Vous avez augmenté la valeur. Eh bien, c'est juste un service que je fournis. Il est évident que nous aurions préféré que cela ne se produise pas. Mais on a eu de la chance, car ce n'est pas arrivé au pire moment. Il est évident que nous ne filmons pas nécessairement dans l'ordre des séries. Et pour une fois, nous avions pris de l'avance sur les tournages et donc nous étions certainement dans les temps. Parce que d'habitude, on est toujours en retard. Vraiment toujours. Donc, ce qu'il nous restait à tourner, eh bien, je pouvais le faire. Je pouvais m'en occuper. On peut y arriver. La réponse courte est... Nous pouvons. Sans rien changer au film que nous avions prévu et sans rien modifier à la série. On pouvait le compléter. Il convient également de préciser que cela s'est produit au jour 5. Vous conduisiez la voiture. Oh oui, le film était terminé. Non, je me blesserais dans une cuisine. Non. Et la raison est que nous faisons tout le temps de choses vraiment excitantes, difficiles et parfois dangereuses. Nous ne sommes absolument pas frivoles ou irréfléchis, sinon nous n'aurions pas survécu à une seule série. Ce que nous faisons, cela fait partie du spectacle. Nous ne sommes pas des drogués de l'adrénaline, nous avons la quarantaine et la cinquantaine, dans leur cas. Mais on a besoin de sensations fortes. Nous évaluons tout ce que nous faisons. Nous prenons toutes les précautions. Et nous acceptons également le fait que des accidents se produisent parfois. J'en ai eu 2 ou 3 dans ma vie. C'est un accident et vous pouvez le décomposer,
En fin de compte, c'est un accident, et il s'est produit. Tant qu'une fois que c'est arrivé, vous avez pris des mesures pour éviter que la situation ne s'aggrave. Ainsi, il faut savoir qu'il y a des médecins sur place, une ambulance aérienne est arrivée en quelques minutes seulement, notre équipage est toujours là. Si nous ne sommes pas dans un événement contrôlé où ils assurent la couverture, nous avons une feuille sur laquelle figurent les coordonnées de l'hôpital le plus proche, les coordonnées de la personne à appeler, et tout cela est couvert. Nous ne voulons pas que les choses tournent mal. Mais si ça se passe mal, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour limiter les dégâts et ne pas se retrouver dans le pire des scénarios. Donc non, ça ne changera rien à tout cela. On me pose souvent la question depuis mon accident d'il y a 10 ans. Non. Parce que je ne le ferais pas si je pensais que ça allait me tuer. De la même manière, on pourrait sortir d'ici et glisser dans le parking. L'un des gars qui travaille ici, le jeune Tom, qui est très en forme et très sportif, décide de se mettre au basketball. Et lors de son premier match, il s'élance en l'air et il atterrit, fracture, ligament croisé, jambe détruite. Vous savez ce qu'il va faire ? Non, qu'est-ce qu'il peut faire ? Vous l'avez fait avec style au moins. Vous l'avez fait avec style. Oui, je l'ai fait avec du style. Je ne l'ai pas encore vu, mais oui, je suis d'accord. Supercar électrique. Oui, supercar électrique. Mais je veux dire, non, nous n'allons pas... Ça ne nous empêchera pas d'être imprudents, parce que nous ne l'avons jamais été, et ce n'est pas le cas. Je sais que ça a l'air d'être ennuyeux, mais la vérité c'est que nous sommes tous des adultes. Beaucoup d'entre nous ont une famille, et tous avons une carrière. On ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Ce que nous faisions là-bas... Parce que je n'ai jamais expliqué pourquoi nous étions en Suisse. Nous étions... C'était un film dans lequel nous avions 3 supercars. L'une d'entre elles était une Lamborghini ou une pétrole de la vieille école, l'autre était la nouvelle NSX hybride et l'autre était la Rimac Concept One, entièrement électrique. Il y a donc le passé, le présent et le futur, ce qui est très intéressant. Ensuite, nous les avons emmenés en Suisse, toutes les 3. Nous avons eu beaucoup d'aventures, de plaisanteries, de voyages et des façons différentes de les tester. La dernière étant l'événement de la montée de la colline. C'était la toute dernière chose. Nous avions tout filmé, tout était dans la caméra. Tout était terminé. Je pousse peut-être un peu les choses, je suis naturellement le plus dynamique de nous 3. Mais nous comparer, c'est un peu comparer un orang-outan, un panda et une musaraigne. Nous ne sommes pas vraiment comparables, n'est-ce pas ? Donc je ne sais pas. Mais parfois, c'est parce que, vous savez, j'ai été jeté d'un cheval, mais c'est parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui était un peu plus vif. Et je me suis dit, ne vous inquiétez pas les gars, je peux monter à cheval. Et en fait, je ne pouvais pas. Parfois, c'est de la malchance. Je l'ai vu sur Internet. Il y avait un grimpeur suisse qui avait dit « Un professionnel n'aurait pas fait ça ». Je n'ai pas voulu lire ça de sa bouche. Un professionnel ne l'aurait pas fait, vraiment. Aucun pilote de course ne s'est jamais écrasé. Vous en êtes sûr ? En fait, que fait la voiture avec le vecteur de couple ? Vous dites à la voiture où vous voulez aller. Vous donnez un ordre au système et le système fait tout ce qu'il faut pour diriger la voiture là où vous voulez aller. Ainsi, lorsque vous avez pris ce virage à gauche, vous étiez beaucoup trop rapide et vous avez tourné le volant plus que ce que la voiture peut supporter et plus que ce que la physique peut supporter avec les pneus et avec le poids de la voiture, etc. Le système se charge donc de faire pivoter la voiture autour de l'endroit souhaité. Et pour ce faire, il a dû faire pivoter l'arrière de la voiture. Il n'y avait pas d'autre moyen, sinon vous auriez simplement continué tout droit, il n'y avait pas assez de temps. Vous vouliez faire tourner la voiture sur place, mais il n'y avait pas assez d'asphalte pour faire tourner la voiture là où vous le souhaitiez. Je pense donc que la voiture a fait exactement ce que vous vouliez, vous étiez juste trop rapide. Ça me semble logique. Parce que, sur le petit clip vidéo, il y a clairement un survirage. Mais la seule chose que je dirais, c'est que le jour précédent, lorsque nous avons fait un peu de course, j'ai roulé un peu fort et on faisait un peu de bêtises, eh bien, je n'arrivais pas, même avec toute la volonté du monde, à provoquer un survirage. Elle ne faisait que sous-virer. Je l'ai fait sous-virer, encore et encore et encore, mais je ne pouvais pas la faire survirer. Peu importe à quel point, je veux dire, la chose génère beaucoup d'adhérence, mais il y a toujours une limite à l'adhérence mécanique, et je la lançais dans cette sorte de virage à rayons assez doux mais constants, à des vitesses de plus en plus élevées, en essayant de la faire survirer, mais elle ne le faisait pas. C'est le rôle du système de vectorisation du couple. Vous avez fait 4 essais auparavant. Lors du premier essai, la vitesse maximale était de 145 km/h, et vous alliez de plus en plus vite à chaque fois. Le dernier essai que vous avez fait, ou le dernier avant l'accident,
s'est déroulé à 177 km/h, soit environ 110 miles par heure, avant la zone de freinage de ce virage. Il y avait donc beaucoup de vitesse, et le premier virage après la ligne d'arrivée, la première fois que vous l'avez pris, vous l'avez fait à 108 km/h, et la dernière fois, vous l'avez pris à 134 km/h. Vous allez donc de plus en plus rapide à chaque fois, repoussant les limites et voulant aller plus vite. Donc vous savez, je pense simplement que vous avez eu de plus en plus confiance dans la voiture. Et à la fin, eh bien, peut-être un peu trop confiance. Ça ressemble dans à la un chef voiture. d'équipe qui blâme son pilote. Vous étiez à court de route, vous alliez trop vite. Alors vous vouliez passer le virage de toute façon. Oh, j'ai tourné avec plus d'insistance, mais je voulais garder une marge. Mais la veille, si j'avais fait ça, j'aurais sous-viré. Eh bien, vous n'auriez probablement pas tourné le volant autant, naturellement. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que votre entrée... Vous avez deux entrées. Vous avez la direction et les pédales de frein et d'accélérateur. C'est ce que vous dites à la voiture. Voici où je veux aller et ce que je veux que tu fasses. Lorsque vous faites cela à la voiture, elle dit « D'accord, vous voulez que j'aille là ?» Mais s'il n'y a pas assez de route, elle fera tourner la voiture plus que les pneus ne peuvent le supporter. C'est donc ce qui s'est passé. La voiture a tourné trop vite. Mais quoi qu'il en soit, cela signifie simplement que vous êtes parti sur le côté. Si elle ne l'avait pas fait, vous auriez continué tout droit. Peut-être parce que là où vous essayez de le faire, il n'y a qu'une seule direction, n'est-ce pas? Ça va tout le temps à gauche. Ce que vous avez fait ici dans la montée, c'est que vous avez dû... Il y a la droite et la gauche. droite-gauche. Alors peut-être que vous l'avez trop provoqué. Ce n'était pas vraiment un dérapage, je veux dire, c'était assez... Oui, sur le freinage. Ouais. Écoutez, j'ai eu un accident. C'est ce qui s'est passé, d'accord? Je me suis craché.